SOS Chats errants, c'est une organisation qui s'occupe de chats errants qui vivent à l'extérieur puis qui sont trop farouches pour être adoptés. Donc, c'est des chats qui vont continuer de vivre à l'extérieur avec des gens qui s'en occupent. J'ai choisi de créer cette organisation-là parce que je vis dans un complexe d'appartements, puis il y a beaucoup de chats qui sont soit abandonnés ou qui sont nés à l'extérieur, puis qui n'avaient pas de ressources, qui se dirigent vers chez moi parce que j'ai toujours un bol de nourriture ou de l'eau. Donc, à un moment donné, j'avais 4 chats qui s'étaient installés, j'avais fait des abris et tout, étaient bien encadrés. Malheureusement, pour la ville de Gatineau, dans laquelle j'œuvre, il n'y avait pas de règlement qui permettait de nourrir ces chats-là. Donc, suite à une plainte d'un voisin qui n'aimait pas les chats, j'ai dû malheureusement prendre les chats, les amener à la SPCA de l'Outaouais. Puis je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens pour le chat parce que c'est un chat qui était quand même encadré, soigné, en santé, stérilisé. Puis on le met dans un environnement où il devient vulnérable. Je trouvais là, que c'est quelque chose qui était difficile pour moi-même. Ça me faisait de la peine de devoir m'en séparer. Puis, je me suis dit que ça faisait pas de sens. Il fallait vraiment faire quelque chose au niveau des règlements pour que ça change, pour pas que quelqu'un d'autre ait à vivre cette situation-là. Je me suis investie pour démarrer une OBNL, SOS Chats errants. Puis, j'ai fait la demande au conseil municipal de ma ville pour pouvoir avoir le programme pour les chats errants, justement pour la stérilisation, la permission de les nourrir, etc., etc. Une colonie de chats errants, c'est 3 chats ou plus qui se sont agglomérés chez quelqu'un pour avoir de la nourriture. Ils ont tendance à s'installer à des endroits où il va y avoir de l'eau, donc un ruisseau. Si quelqu'un est habitué de mettre de la nourriture, ça va attirer des chats. Puis, quand les chats se connaissent, ils partagent le même territoire, ils vont se regrouper comme ça en colonie. Donc, une colonie, c'est vraiment un groupe de chats errants qui se tiennent ensemble régulièrement, puis qui s'entendent bien là, entre eux. On a le chat domestique qui habite en maison, mais qui va dehors. Il y a le chat aussi qui est errant parce que il y a quelqu'un qui l'a abandonné, par exemple. Il n'y a plus de foyer. Il y a aussi le chat qui est né dehors, mais qui habite parmi les humains. Puis il y a aussi le chat arrêt. Lui, c'est le plus sauvage. C'est un chat normalement qu'on ne voit pas. Errant, ça veut juste dire qu'il est soit abandonné ou qu'il est né dehors puis il n'y a pas de foyer. Il y a vraiment 3 groupes différents, là, le chat domestique, le chat errant, puis le chat arrêt. Donc, ça va être un petit peu différent si c'est un chat ou si c'est un chien. Au niveau des chiens, ça n'existe pas vraiment des chiens errants qui n'ont pas de propriétaire. Souvent, ça va être des chiens qui se sont enfuis, il y a toutes sortes de situations. Donc, dans le cas des chiens, ce qu'on veut vérifier toujours si on trouve un chien errant, est-ce qu'il y a une médaille, est-ce qu'il y a une licence? Si oui, si on est capable de l'approcher, on peut essayer de contacter nous-mêmes le propriétaire si les informations sont sur la médaille. Sinon, une possibilité, ça va être de contacter votre refuge local, voir c'est quoi les procédures qui sont mises en place pour essayer de retrouver le propriétaire du chien. Puis sinon, dans certains cas, ça va être simplement de confier le chien à un refuge qui va vraiment le prendre en charge, faire les recherches nécessaires. Puis si jamais il n'y a pas de propriétaire, on va pouvoir le placer à l'adoption éventuellement. Donc ça, c'est pour les chiens. Au niveau des chats, ça dépend un petit peu parce qu'il existe plusieurs sortes de chats errants. Donc, il y a des chats errants qui sont ce qu'on appelle des chats de colonie ou des chats sauvages, qui font plus partie de ce qu'on appelle le programme CSR, de capture, stérilisation, relâche. Ça, c'est des chats qui ont toujours vécu dehors, qui sont pas très bien socialisés et qui seraient pas heureux dans un foyer, finalement. Eux sont vraiment plus épanouis en restant dehors. Donc, ces chats-là, on peut les reconnaître à l'extérieur avec le bout de l'oreille gauche coupé. C'est vraiment le signe distinctif national des chats du programme CSR. Donc, ces chats-là, on va vouloir les stériliser pour éviter qu'ils se reproduisent, mais on va pas vouloir les placer à l'adoption parce qu'encore une fois, c'est pas des chats qui seraient vraiment heureux dans ce contexte-là. Puis, au niveau des chatons, je dirais aussi, on assiste un petit peu des fois à ce qu'on appelle du kidnapping de chatons, où les gens pensent bien faire puis pensent venir aider les chatons, mais finalement, c'est des chatons qui allaient bien, qui étaient pris en charge par leur mère. La mère était peut-être juste partie chercher de la nourriture, puis les gens enlèvent les chatons de l'endroit puis les séparent de leur mère, ce qui est vraiment pas la bonne chose à faire. La meilleure chance de survie des chatons, c'est vraiment de rester avec leur mère jusqu'à 8 semaines. Donc, encore une fois, si on voit des chatons à l'extérieur, c'est plus de garder un œil sur la situation, vérifier que ça demeure assez stable. Mais si les chatons ont l'air d'être en bonne santé, c'est probable que la mère s'en occupe bien.
Si on perd son animal, ce qu'on veut faire, c'est vraiment être proactif dans la recherche. Donc, on peut aller mettre des affiches, on va aller l'afficher sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent à cet effet-là, entre autres. Puis sinon, ça va être vraiment de contacter son refuge local, contacter sa municipalité pour voir qu'est-ce qui est mis en place, vraiment être proactif. Puis il y a toutes sortes de trucs qui existent aussi sur Internet. Mettez la litière dehors, ce genre de choses-là pour attirer le chat. Donc, c'est vraiment d'être proactif puis de pas attendre, là. Faire ça le plus rapidement possible si on se rend compte que son animal s'est enfui. L'ampleur du problème de surpopulation en Outaouais pour les chats errants, je vous dirais que depuis 2 ou 3 ans, ça l'a peut-être triplé. Je ne sais pas pourquoi. Quelques années passées, je vous dirais que tous les appels presque que je recevais, c'était des femelles enceintes. Je ne sais pas pourquoi le chat a décidé comme ça de se mettre à procréer, en tout cas de façon exponentielle, mais ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est de plus en plus jeune. J'ai 2 mamans, en fin de compte, qui étaient cédulées pour des chirurgies de stérilisation. Ils ont accouché avant le rendez-vous, puis ils étaient âgés de 7 mois. Donc, comme la gestation, c'est de 62 à 67 jours, ça veut dire que la chatte avait 5 mois dans les 2 cas. J'ai une autre dame l'autre jour qui m'a dit que la même chose lui est arrivée. Les vétérinaires remarquent la même chose aussi. Fait qu'on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça augmente. Avec le programme qui est mis en place de stérilisation, on s'imagine que ça peut baisser. Est-ce que c'est parce qu'on a pris le problème trop tard, puis là, on doit faire ça longtemps avant de s'apercevoir d'un résultat? C'est possible. C'est difficile de dire, mais je vous dirais que c'est mondial. La surpopulation des chats errants, c'est mondial. Si vous regardez dans plusieurs pays, il y a plusieurs pays qui ont des programmes. Nous, c'est un peu plus difficile parce qu'il fait froid chez nous, donc on peut pas juste les laisser à eux-mêmes, mais c'est vraiment une problématique à laquelle il faut s'adresser. Le programme CSR, c'est capture, stérilise et retourne. Donc, on capture l'animal, on le fait stériliser, puis ensuite on le retourne dans son milieu naturel ou on le retourne dehors. La différence entre le CSR et le CSRM, c'est vraiment le M qui est le maintien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui adopte, si on veut, le chat à l'extérieur, qui va s'en occuper, qui s'engage à le nourrir, à l'abriter, à lui donner de l'eau fraîche tous les jours, à essayer de le socialiser pour pouvoir éventuellement le transporter chez le vétérinaire au moins 1 fois par année pour qu'il obtienne les médicaments. Quand on a un chat qui est CSR, bien lui, il retourne, puis on n'a pas nécessairement quelqu'un qui le nourrit, on n'a pas nécessairement un endroit pour dormir. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le chat? On peut pas faire de suivi avec un chat comme ça. Tandis qu'avec un chat de CSRM, programme CSRM, on peut facilement faire un suivi. Même s'ils vivent en colonie, puis ils ont un superviseur, puis tout ça, un gardien de colonie, c'est chez la personne qui habite. Ça arrive des fois qu'ils se blessent, ça arrive qu'ils ont des infections, ça arrive qu'ils ont besoin d'une intervention médicale. Donc, moi, je suis là pour appuyer les citoyens dans ce sens-là. Le projet pilote s'est fait dans mon quartier, justement, pour le programme CSRM qui a été instauré là, par la Ville de Gatineau en partenariat avec la SPCA de l'Outaouais. Je vous dirais qu'ils sont un peu victimes de leur succès parce que les demandes sont tellement énormes. L'attente, elle est de 3 à 6 mois pour une stérilisation. Un chaton, si on veut confier un chaton, par exemple, de colonie, ça peut prendre aussi le même temps, 3 à 6 mois. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les femelles continuent d'avoir des bébés. Les gens se retrouvent avec d'une colonie de 17, ils peuvent se retrouver avec une colonie de 54 dans 3 mois. Puis, ça ne répond pas à la demande. Donc, oui, c'est bon, ça fonctionne, les gens embarquent, les citoyens sont vraiment intéressés par le programme. Il y a énormément de demandes, énormément de gens qui nourrissent des chats errants qui sont intéressés à en prendre soin. Mais en même temps, les ressources sont peut-être insuffisantes dans le sens que c'est trop long de pouvoir avoir un service là, de ce côté-là. Comment déterminer qu'un chat est errant? C'est pas toujours évident. C'est pas dès qu'on voit un chat qui vient manger que tout de suite on doit intervenir, qu'on doit penser à le rentrer, à trouver un refuge, à le sortir de la rue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout d'abord, il faut observer. C'est individuel, un chat. Il faut vraiment observer chacun des chats pour voir qu'est-ce qui fait le chat. Est-ce qu'il pleure à la porte? Est-ce qu'il gratte pour entrer?
Est-ce que son poil est beau, soyeux, ou bien plutôt sec? Est-ce qu'il est sale? Donc, c'est des choses comme ça, en observant, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a une infection quelconque qu'on peut remarquer? Le chat demande de l'aide. J'ai remarqué, moi, depuis toutes les années que je fais ça, j'ai des chats qui sont venus à ma porte directement assis en m'attendant. J'avais jamais vu ces chats-là avant. D'où ils venaient, personne ne les connaît, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment énigmatique dans ce sens-là. Mais je vous dirais que c'est très clair. Quand un chat demande de l'aide, il va être insistant, il va demander à entrer. Une maman qui va être enceinte, par exemple, qui n'a pas d'endroit pour accoucher, elle va être tannante, elle va vouloir rentrer, elle va demander. Sinon, vous ne les verrez pas, ils vont juste manger puis ils vont s'en aller. Puis, la nuance que je mentionne toujours aux gens, regarde où il dort. Si un chat dort chez vous, c'est parce que là, il est en train d'en faire une résidence principale. S'il ne dort pas chez vous, c'est parce qu'il y a une résidence principale ailleurs. J'ai remarqué que des chats mangent à plusieurs endroits. Ils n'ont jamais juste une station de nourriture, ils en ont plusieurs, mais ils ont une place qui est officielle pour dormir. Ils ont une maison principale où dormir. Donc, si vous voyez que le chat dort chez vous, si vous avez fait un abri ou s'il dort sur une chaise, sur un patio ou n'importe quoi, si le chat dort là, commencez à observer puis vous occuper de le nourrir, de donner de l'eau. Observez-le quelques jours pour voir est-ce que c'est un chat qui est farouche, est-ce que c'est un chat qui est approchable. Donc, c'est tranquillement, on apprend à connaître le chat, puis c'est là qu'on voit est-ce qu'on est intéressé à le nourrir à long terme. Sinon, on ne commence pas à le nourrir. On le laisse passer tout droit puis aller à sa prochaine station. Il va en trouver une station de nourriture. Je ne veux pas que les gens se mettent à nourrir s'ils ne sont pas intéressés à s'en occuper. C'est très important de le mentionner parce que des gens pensent bien faire. Ils veulent nourrir 2-3 jours, mais pas à long terme. Sauf que donner une habitude à un chat, c'est un animal qui est très, très d'habitude. Donc, quand vous commencez à donner une habitude à un chat, il devient dépendant. Donc, il va prendre cette source-là comme une opportunité qui va être là à vie. Donc, c'est pour ça qu'il va toujours revenir. Mais c'est pas parce qu'il il a besoin d'aide. Il faut vraiment observer. Normalement, la maman va accoucher. Elle va garder les chatons cachés jusqu'à 6, 8, 12 semaines. Ensuite, elle va les amener à la station de nourriture. À ce moment-là, moi, je peux intervenir pour les trapper. Parce que les chatons partent jamais avant l'âge de 3 mois. Ils sont jamais séparés de leur maman avant 3 mois. C'est toujours mieux parce que de 0 à 8 semaines, elle les nourrit. Puis de 8 semaines à 12 semaines, elle les élève. Elle leur donne vraiment des trucs pour éviter d'être mesquins, essayer de se défendre, la bienséance aussi, en fait, là. Donc, c'est très important de laisser les mamans avec les chatons quand on peut, dans la mesure du possible, là. Puis, c'est dans ce temps-là où j'interviens pour la socialisation et tout. Ils vont être chez moi le temps d'être socialisés, que la maman soit stérilisée. Souvent, elle va retourner. Mais autrement, c'est tous des chats qui j'amène chez moi pour l'attente de la stérilisation. Ils sont encadrés. Quand ils reviennent, il y a une convalescence. Puis ensuite, ils retournent dans leur milieu naturel. J'essaie toujours de dire aux gens de garder les chats errants dans leur milieu naturel. Ne jamais déplacer un chat errant de son territoire. C'est très important. Quand on veut trapper un chat, il faut toujours avoir un plan. Jamais trapper un chat sans savoir qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Ça, je vois ça beaucoup. Les gens mettent les trappes, ils attrapent des chats. Là, ils se mettent à téléphoner, puis là, ils sont un peu en panique. Puis là, ils en veulent à tout le monde parce que personne ne veut aider. Mais aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, au niveau des chats errants, il faut vraiment avoir un plan. Les chats sont capturés au moyen de cache-trappe. C'est la façon la plus sécuritaire parce que souvent, les gens vont essayer par eux-mêmes de mettre un chat de dehors. « Ah, il est gentil, j'arrive à le flatter quand il mange. Je pense que je vais être capable de le mettre dans une cage de transport. » Moi, je leur dis toujours, « J'essaierai pas. » Si tu es capable de mettre la nourriture, parce que je dis toujours aux gens, il ne faut pas forcer un chat. Il faut toujours inviter un chat à entrer. Une fois qu'on invite un chat à rentrer, il y a beaucoup moins de chances de blessure. Tandis que si on force, même si c'est pour une bonne intention, c'est vous qui allez être blessé. Parce qu'un chat qui se sent en captivité, c'est très mauvais. Ça peut mordre, ça peut commencer à griffer le visage, la tête, les cheveux. Donc, il faut vraiment, vraiment être prudent. C'est pour ça qu'un trappeur, une trappeuse, c'est toujours mieux de demander une intervention avec une cage-trappe. Alors, on a ici la cage la plus commune. C'est le format raton laveur, mais on utilise ça pour le chat errant. Donc, c'est une technique qu'on voit ici. Le chat va rentrer ici à l'intérieur. Je peux vous montrer. On fait juste activer la cage comme ça ici. Ensuite, le chat rentre par ici. Il va appuyer sur la petite pédale de ce côté-là ici. On met la nourriture au fond pour la tirer jusqu'au fond.
On peut mettre un peu d'herbe à chat dans le fond pour attirer avec la senteur. Puis une fois qu'il met la patte ici, pour venir accéder au bol ici, à ce moment-là, boum, la porte se ferme. On s'assure que la porte est bien verrouillée. Première chose, tout de suite, prendre une couverture parce que l'animal est en panique, parce qu'il voit, puis il pense que lui peut passer au travers. Donc, il va chercher à pousser, se cogner, puis il peut s'arracher le nez, essayer de passer au travers. Donc, on se dépêche à couvrir. Une fois qu'il est couvert, le chat pense qu'il n'y a plus rien à faire. Il va se coucher tranquille, puis il va attendre de voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est la cage trappe la plus commune. Il en existe une autre qui est la trou trappe qu'on appelle. C'est une trappe qui est un peu plus large, un petit peu plus longue, un peu plus haute. Elle est brune aussi, donc elle se fond vraiment dans le décor. Puis la petite patte dans le fond, la petite pédale, elle est grillagée comme ça ici. Comme ça, donc on la voit moins. Ce qui fait en sorte, parce que j'ai remarqué que les chats errants, souvent, quand ils voient le gris ici, c'est fermé, ils passent la patte par-dessus pour l'éviter. Donc, à ce moment-là, ils viennent manger, puis ensuite, ils ressortent, puis le chat n'est pas trappé. Donc, ça arrive. Avec la trou-trappe, c'est vraiment moins susceptible là, d'arriver à cause, justement, qu'ils ne voient pas la patte, puis la patte est beaucoup plus large, puis elle est moins bruyante. Celle-là, quand la porte s'est fermée, ça peut être paniquant pour le chat un peu plus, tandis que l'autre est un peu plus en douceur. Donc, je favorise beaucoup la trou-trappe. Sauf qu'elle est très difficile à trouver. Elle est très, très chère. Ça, on va payer ça peut-être une centaine de dollars, tandis que l'autre est peut-être 300 dollars. Ça vaut la différence pour un refuge qui ont des trappeurs, des trappeuses, mais pour un citoyen qui voudrait trapper un chat errant, j'irais plutôt avec un modèle comme ça, très abordable. Ça, c'est le modèle que les trappeurs et les trappeuses d'expérience vont plus utiliser. On appelle la drop trap. La drop trap fonctionne un peu à la manière de la cage à lapin, c'est-à-dire que comme c'est ouvert ici en dessous, l'animal, ici, il y a juste une petite place pour entrer, tandis que là, c'est très large, donc il ne se sent pas emprisonné. Donc, il va regarder autour, puis il va être porté à aller manger. On met toujours le bol au fond, là-bas, au milieu, pour être sûr que tout le corps est rentré avant de tirer sur la corde, puis faire tomber la trappe dessus. Normalement, tous ces crochets-là ici se tiennent comme ça, le couvercle. Puis ce qui est bien important, c'est que ici, sur le dessus, on met des poids. On met des poids attachés avec un tie wrap. Ça paraît peut-être pas, mais un chat peut déplacer cette cage-là sur 6 pieds en fonçant dedans pour essayer de sortir. Pour éviter ça, on met les poids ici. Puis quand ça tombe, ça fait un poids là. Puis on a ici derrière qui permet de mettre un poids pour éviter que la cage soit déplacée. Donc un poids ici, un poids sur le dessus. Puis, quand on l'arme, on arme la cage, on fait comme ça, la petite patte en haut. On tire la corde, on peut aller à 50 pieds, 60 pieds, 30 pieds, 12 pieds, tout dépendant. On se cache derrière quelque chose pour pas que le chat nous voie. On bouge pas, on attend, on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. À un moment donné, il va rentrer, puis on attend qu'il soit vraiment par terre pour manger. Puis là, on compte jusqu'à 30. Parce qu'on ne veut pas associer, dès que je mange, la trappe tombe. On ne veut pas que le chat associe que manger, ça veut dire être piégé. Donc, c'est important de prendre le temps de laisser manger quelques secondes, une trentaine, à moins que le chat est vraiment comme ça sur le qui-vive, puis qu'on sent que la minute qu'il y a quelque chose qui va bouger, là, on y va, on tire. On ne prend pas de chance, on veut l'avoir. À ce moment-là, moi, je tire ma trappe, boum, ça tombe. Là, ce que je fais à ce moment-là, il y a une porte de ce côté-là. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est ouvrir cette cage-là, ici. Il y a une chose que j'ai oubliée. Tout de suite, quand le minou est trappé, on couvre à la grandeur. Là, je n'ouvrirai pas mon drap, là, mais il est très grand pour tout couvrir, pour pas que le chat voit dehors. Puis là, tranquillement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'il est couvert partout, on vient lever juste la partie ici pour dégager là. On regarde, est-ce que le chat est ici? On attend. Aussitôt qu'il s'en va là-bas, à ce moment-là, on lève ça ici, puis on vient tout de suite se dépêcher à mettre l'autre cage dedans comme ça, pour pouvoir sécuriser. Avec ça ici, on attache des 2 côtés, comme ça, la cage ne bouge pas. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on retire le drap, puis là, le chat ne veut pas qu'on le voie, fait qu'il va chercher à se sauver. Puis en se sauvant, il va se trouver à venir
paniquer, puis il va toucher à ça. La porte va se fermer. Là, à ce moment-là, on peut juste resserrer la cage. Le minou est transféré, il est capturé. Il y a quand même des cages de transfert plus courtes qui se vendent, puis c'est comme une guillotine. Donc, au lieu d'avoir cette grande palette-là qui dépasse, qui fait en sorte que le temps qu'on fait le transfert, le minou peut passer ici. Avec l'autre, en ayant une guillotine, ça fait juste lever tout droit. Donc, il n'y a pas de chance que le minou se fuit avec une cage de transport de ce type-là. Puis, une fois que le minou est dans cette cage-là, à ce moment-là, on peut faire le transfert dans une grande cage à chien à la maison. Une fois qu'il est dans la cage à chien, on s'est assuré d'installer une petite cage de transport comme ça dans le fond, avec litière, les bols d'eau et tout. Puis, en ayant ça dans la cage, dès qu'on va ouvrir ça, qu'on va la présenter devant la grande cage à chien, le chat va tout de suite vouloir se cacher. C'est toujours ça qu'il cherche à faire, se cacher. Une fois qu'ils sont capturés, les chats, c'est surtout au niveau des vermifuges. Il faut absolument qu'il y ait une visite vétérinaire. Donc, c'est la première chose. Prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Je les apporte pour pouvoir avoir la médication pour le vermifuge parce que la vermine qui trappe, qui chasse plutôt les chats errants, c'est ce qui cause les vers. Puis les vers, étant donné qu'ils vont manger les nutriments, l'animal ne va pas prendre de poids, il va perdre les nutriments qui sont importants pour sa santé. Donc, tranquillement, il va tomber malade, puis ça va se propager. Donc, c'est toujours visite vétérinaire, le vermifuge, bien sûr, au niveau des puces, des vers, des tiques. C'est vraiment les premiers, je vous dirais, aussitôt qu'on capture un animal, c'est toujours la première intervention. Ensuite, on regarde avec le vétérinaire quel est le statut de l'animal au niveau physique. Est-ce qu'il y a quelque chose, une patte cassée? Est-ce qu'il y a un œil où il y a une infection? Est-ce qu'il y a une dentition qui est appropriée? Donc, il peut y avoir un test sanguin aussi pour savoir si l'animal est FIV, sida félin, ou la leucémie féline aussi. La manière d'identifier les chats qu'on a déjà stérilisés, oui, on a la micropuce est enregistrée. Normalement, le chat arrive chez moi en attente que le gardien vienne le chercher. Donc, j'enregistre la micropuce sur le site. Puis, j'indique toujours l'endroit où le chat vit, où il a été capturé. Puis, c'est comme ça que je peux faire un suivi constant là, sur les chats. D'ailleurs, il y a justement un chat, à un moment donné, qui était adopté. Puis, il a été retrouvé à peut-être 4 rues plus loin. Puis finalement, c'est un refuge qui l'a eu. Puis à cause de la micropuce, grâce à la micropuce, je devrais dire, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé un de nos chats. Donc, c'est très pratique. La micropuce, moi, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup les municipalités de rendre ça obligatoire parce que d'un côté, ça aiderait de reconnaître où vit le chat, d'où il vient, où est-ce qu'il devrait retourner. Puis ensuite, ça éviterait que les gens rentrent des chats, dans le fond, pour les placer en refuge, qui ne devraient pas aller là, parce qu'ils ont déjà un propriétaire. Donc, c'est quelque chose qui serait vraiment très utile. Donc, moi, dans mon cas, moi, pour notre association, on a une trace de tous les chats qui sont passés chez nous avec photos. Comment construire un abri pour les chats errants? Il y a différents modèles d'abris qu'on peut construire. Il y en a qui vont la faire en bois, sur place, puis ça va être solide, ça va être isolé. C'est important que ça soit isolé, avec aussi de la paille. Jamais mettre de couverture. Donc, rien qui va garder l'humidité ou qui va pouvoir geler. La paille fait en sorte que l'humidité est évitée par rapport au foin. Le foin est beaucoup plus susceptible de garder l'humidité, donc jamais de foin. On ne touche pas à ça. C'est comme mettre une couverture tout mouillée, très dangereux, puis l'animal pourrait mourir d'hypothermie dans sa cabane, dans son abri. Ensuite, l'abri de bois pour quelqu'un qui est habile avec ses mains, ça va. Sinon, il y a des bacs de rangement, souvent des bacs de, 62 litres, par exemple, comme grandeur. On peut insérer à l'intérieur, on fait un plancher de styrofoam, de styromousse, les 4 côtés, puis la couverture aussi, le dessus. Ensuite, on met le couvercle, puis on peut mettre du collant tout le tour pour éviter que quelqu'un vienne ouvrir le couvert. Puis on fait une entrée. Si l'abri est petit, on fait seulement qu'une entrée. Sinon, on essaie de faire 2 entrées parce que si jamais un prédateur approche de la cabane, si le chat, il y a juste une entrée, il va se sentir coincé. Tandis qu'il y a une autre sortie, bien, ça lui donne la chance de pouvoir fuir.
Donc, je privilégie toujours les abris de peut-être 2,5 pieds de long par 1,5 pied de large. Il y a beaucoup de gens qui se servent chez les poissonniers ou dans les cliniques vétérinaires. Ils ont souvent des bacs en styrofoam, en styromousse blanc. Donc, il y en a qui vont prendre ça aussi. C'est plus facile de faire un trou dedans. Puis, on peut couvrir le tout avec un sac de plastique ou ça peut être n'importe quoi de résistant. Puis, ça fait office d'isolation en même temps. L'important, c'est de tous les abris, tous les genres d'abris qu'on fait, c'est de toujours les monter sur quelque chose de plus haut, surtout quand il y a de l'hiver, à cause de la neige qui s'accumule. On ne veut pas bloquer les entrées. Donc, il y a ça qui est important. Puis le fait aussi qu'il faut qu'il y ait de l'air qui circule dessous pour pas que le froid reste au plancher. Donc, à ce moment-là, l'air circule. Ça fait en sorte qu'il y a une chaleur qui s'installe, puis le chat va être à l'abri au sec. Il y a beaucoup de lois qui sont pas appropriées. Je pense entre autres les chats qui sont interdits en logement. C'est quelque chose qui aiderait beaucoup l'abandon des chats. Les frais vétérinaires aussi, s'il y avait des cliniques à prix modique, il y aurait plus d'accès aux vétérinaires, donc il y aurait encore moins d'abandon de ce côté-là pour les chats qui deviennent aussi errants pour cette raison-là. La micropuce, c'est quelque chose que je m'implique moi-même. Là, je rencontre justement une conseillère de ma ville, la ville de Gatineau, la semaine prochaine, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, ce que je suggère, c'est d'installer des abris dans des endroits stratégiques aussi, qui sont un peu camouflés pour les chats errants, justement, qui n'ont pas de foyer, mais qui pourront au moins s'abriter l'hiver. Donc, à long terme, je vous dirais, c'est de trouver des façons, justement, de s'amener à réduire la surpopulation. Parce que le programme CSRM, en ce moment, c'est pas suffisant. Faut vraiment aller dans différentes directions pour pouvoir adresser le problème parce que c'est devenu trop gros. Donc, on y va vraiment à la goutte, là, comme c'est là, puis on ne va pas vraiment dans toutes les directions. Puis c'est vraiment important d'avoir plusieurs partenaires pour pouvoir travailler la situation. Puis aussi, au niveau des plaintes, j'essaie de voir s'il n'y aurait pas moyen d'encourager l'intervention, d'être plutôt proactive au lieu d'aller voir la personne qui se plaint qu'il y a des chats errants qui font du grabuge, pourquoi on n'irait pas voir la personne puis dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Y aller vraiment de façon plus positive, puis d'essayer de voir tout le monde ensemble à tous les niveaux pour voir qu'est-ce qui peut être fait là, pour améliorer la situation, parce que c'est pas juste de stériliser, il y a d'autres solutions aussi.